De retour, et oui, Marc qui disait donc durant la pause qu'il y a de la difficulté à rester sérieux, mais pourtant pendant tes chroniques, tu es assez sérieux habituellement quand même. Oui, oui, absolument. Parce qu'aujourd'hui, tu veux nous parler encore de quelque chose que j'ai toujours un peu de difficulté à te comprendre parfois, et là tu m'as dit, je veux parler de quelques idées porteuses pour sortir du paradigme libéral bureaucratique actuel, notamment l'antifragalité. Fragilité. Pardonnez-moi. Antifragilité et les systèmes vivants. Oui. C'est ça. Dès le premier mot, je comprenais plus. C'est pour ça que je n'étais plus capable de terminer la phrase. Donc, tu vois que j'ai amené mon livre de Nassim Taleb, Antifragile, que les auditeurs peuvent évidemment pas voir, mais ça me conforte de mettre la main dessus, en fait. Donc, le but de cette chronique-ci, parce que, c'est ma dernière chronique sérieuse de la saison. Évidemment, Marc ne sera pas là la semaine prochaine, mais le baron, évidemment, il sera. D'accord. Donc, nous traitons de deux choses différentes. Mais je vais profiter quand même des quelques minutes que j'ai cette semaine pour essayer de faire un peu une synthèse des différentes idées ou enjeux dont j'ai pu parler dans mes chroniques au courant de l'été. C'est-à-dire que, j'ai beaucoup parlé de crise de la démocratie, j'ai parlé d'épuisement d'un modèle politique, économique actuel. Puis souvent on est revenu avec la question, oui, mais comment on peut passer à autre chose? Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de réinventer le monde? Rien de moins. Donc, en fait, je me suis attaché, j'aurai certainement pas le temps d'étudier ces questions-là de façon exhaustive là, aujourd'hui. Je vais seulement les énoncer. Au pire, j'essaierai de faire mes devoirs puis de passer des liens sur la page Facebook de l'émission. Mais quand même, juste donner des pistes de réflexion sur des idées, mais qui sont dans plusieurs cas aussi des mouvances. Pour essayer de repenser un peu la société, l'être ensemble, puis de donner des perspectives un peu moins déprimantes que juste d'analyser le fait que on s'est corrompu, on se fait fourrer, puis tout le monde pollue. T'sais. Donc on va essayer d'être un peu plus constructif pour ça aujourd'hui. Donc, la première idée que je voudrais lancer, c'est le concept d'antifragilité, qui a été mis de l'avant justement par Nassim Taleb, qui est un des penseurs très dynamique, je dirais, de façon contemporaine, qui est un prof d'université, mais qui à la base était un trader d'actions spécialisé dans la gestion du risque. Et donc le gars est indépendant de fortune. Donc ce qui est très drôle, c'est qu'il a décidé d'aller enseigner à l'université plus tard. Donc étant indépendant de fortune, il n'y en a absolument rien à battre des espèces de jeux de coulisses ou de pouvoir symbolique qu'il peut y avoir à l'université. Donc c'est quelqu'un qui est très tranchant, qui a des idées qui sont tout à fait hors normes, je dirais. Puis qu'elles sont très intéressantes. Le concept d'antifragilité, en fait, la prémisse de Taleb, c'est que notre société, qui découle finalement de la modernité, justement, se fonde beaucoup sur des modèles prédictifs. Pour exemple en finance, là, pour établir le risque, mais on sait que la gestion de risque, ça existe aussi pour la gestion des affaires sociales, puis ça existe en général, c'est le paradigme managérial finalement. Et Taleb dit qu'en fait c'est de la foutaise parce que une fois de temps en temps, il arrive un événement, ce que lui appelle des oies noires. Donc des grues noires, les Black Swans. Donc arrivent des événements qui sont complètement hors normes par rapport au modèle prédictif et pourtant ce sont ces événements-là qui ont le plus d'impact dans nos sociétés. Exemple, la crise de 2008, l'effondrement boursier, il y avait aucun modèle mathématique qui pouvait prévoir ça hors un esprit. Exemple, Nassim Taleb avait prédit l'effondrement du système bancaire parce qu'il voyait très bien que c'était un système qui était foncièrement fragile. Donc lui essayait de mettre de l'avant l'idée de on a un truc qui est fragile, c'est-à-dire qu'il peut se briser facilement. C'est quoi le contraire de la fragilité? On serait porté à dire que c'est la robustesse, mais quelque chose qui est fragile, c'est quelque chose que, il y a un stimuli externe et ce truc-là brise. Quelque chose qui est robuste, c'est tout simplement quelque chose qui va résister au stimuli externe. Donc, quelque chose qui serait vraiment l'opposé de fragile, serait pas robuste, serait plutôt antifragile. C'est-à-dire, lui, c'est l'idée de mettre en place des structures qui vont bénéficier, qui vont croître lorsqu'elles sont soumises à des chocs externes. Donc, exemple, Taleb va dans le monde de la finance va se faire l'avocat d'une stratégie, d'exemple, d'un placement très sûr, exemple en bon du trésor, de 90% d'un portefeuille et d'y aller avec 10% de placement à très haut risque, où il y a on peut maximiser son gain, mais où la perte est beaucoup moindre. Donc, finalement, il va se faire l'avocat de l'antifragilité dans toutes les sphères de la société, c'est-à-dire dans la gestion sociale, c'est de sortir un peu de la moyenne pour vraiment un peu plus y
y aller avec un équilibre des extrêmes. Donc, c'est la jouer, si je veux t'interrompre, là, la jouer grossièrement pépère. De pas prendre de risques. Pépère à 90%, mais se donner un 10% où on se lance dans le chaos totalement, où on se donne la liberté d'expérimenter et de gagner beaucoup ou de perdre Donc, très peu. il n'est pas contre le risque totalement. Non, absolument pas. Il est contre le risque moyen. Donc, je trouvais que c'était une idée qui était intéressante, l'idée d'essayer de favoriser le chaos plutôt que quelque chose d'une pente qui soit constante ou plate, de vraiment y aller. Parce que la vie, c'est ça, finalement. La vie, tu sais, puis là, je passe à ma deuxième idée, c'est-à-dire que il y a la théorie qu'on appelle des systèmes vivants. Okay? Donc, le premier qui a formalisé cette idée-là, c'est James Grier Miller, à la fin des années 70. Qui a commencé à développer l'idée que justement, encore là, pour sortir du paradigme moderne, bureaucratique, en fait, on vit dans un système. Notre société est considérée comme un système, c'est-à-dire que il y a le système économique, il y a le système de santé, il y a le système d'éducation, et de dire non, écoute, on n'est pas comme c'est une vision mécaniste, bon, qu'on pourrait dire qui découle quasiment de la vision de Descartes là, d'il y a 400 ans, de dire que en fait notre société est pas un système, notre société est beaucoup plus comme un organisme vivant. Donc c'est de repenser un peu les interactions entre les différents commettants d'un système, que ce système-là soit cellulaire jusqu'à supranational. Donc, il y a 8 degrés dans cette théorie-là, finalement, où chaque niveau s'imbrique dans le suivant, mais où il y a vraiment, comment je peux dire, une espèce d'équilibre entre les différentes parties, puis où on est vraiment dans un mode d'interaction qui laisse une place encore là au hasard, qui laisse une place au foisonnement de la vie, plutôt que d'essayer de mettre les gens et les choses dans des petites boîtes. Et est-ce qu'il apporte des exemples au concret de ce que ça voudrait dire, ce modèle-là? J'ai pas fouillé beaucoup. En fait, ouais, c'est ça. C'est un peu, exemple, c'est il y a des groupes, exemple Thrivability Montréal ou The Natural Step, qui est une fondation norvégienne qui travaille pour développer des processus vivants dans des organisations. C'est-à-dire, exemple, ils vont vraiment aller faire de la consultation dans un organisme public ou une entreprise pour voir comment est-ce que vous fonctionnez. Puis, OK, c'est beau, vous avez vos processus internes, mais est-ce que vous laissez la place à l'interaction humaine, à la créativité là-dedans? Est-ce que les gens qui sont là ont un espace pour se sentir épanouis? Puis donc, on veut vraiment sortir d'une logique où on va vraiment utiliser des ressources en termes de gestion de ressources humaines pour vraiment considérer que non, on a des personnes et le milieu de travail, l'organisation n'est justement pas une organisation, elle est un écosystème en soi. Donc, c'est quoi toutes les interactions qu'il y a dans le cadre de cet écosystème-là, au-delà de seulement la mission de l'entreprise, puis de dire non, si on veut que les gens prospèrent, fleurissent, dans cet environnement-là, il faut considérer l'ensemble des relations écosystémiques, humaines, vivantes, plutôt que juste le rapport purement utilitaire de je suis le patron, je te paye et en échange tu me rends un service. Si on veut passer à une échelle un peu plus humaine, l'idée est justement de considérer non pas les gens comme des choses, mais carrément comme des personnes qui ont des sentiments, qui ont des vies et dont l'organisme peut profiter en fait si ces choses-là sont mises de l'avant et qu'il y a un espace pour qu'elle foisonne. Donc, le foisonnement, en fait, est une espèce de traduction boiteuse que j'ai trouvé à peine là, du concept de thrivability. C'est beaucoup des concepts qui émergent du monde anglo-saxon, donc il n'y a pas toujours des bonnes traductions encore. La traduction de thrivability, c'est vraiment de prospérer ou de foisonner, je dirais. Donc encore là, on est dans un modèle où on va dire, écoutez, on veut pas seulement qu'une communauté ou une société survive ou prospère au sens économique du terme, on veut qu'elle fleurisse, c'est-à-dire qu'elle soit un espace d'émancipation, qu'elle soit un espace de pollinisation entre différentes personnes ou différents groupes. Donc l'idée encore là est de donner des espaces de dialogue, d'expression, d'échange dans le cadre des organisations, dans le cadre des sociétés, pour que finalement on puisse arriver à des dynamiques qui sont pas des dynamiques utilitaires entre les gens puis entre les personnes, mais qui soient vraiment des dynamiques où chacun va profiter de l'expérience de l'autre, où la somme des expériences, la somme totale est plus grande que la somme des parties. D'ailleurs, on pourra en parler un peu plus tard avec Élodie, mais il y a un livre qui devrait sortir aussi là-dessus, je pense, chez Éco-Société, comment l'égalité dans une société, finalement, peut être rentable aussi économiquement, comment, lorsqu'une société est plus égalitaire, finalement, la somme de ses parties est plus forte que chaque partie pris individuellement. Absolument. Si on prend exemple le cas du système de santé, je veux dire, des économies qu'on fait peut-être à court terme vont être délétères à long terme pour la santé des gens. Ou si on prend l'équation de la pauvreté, je veux dire, on tolère que des gens soient sur le bien-être social, mais après ça, ce que ça entraîne comme coût
en services sociaux, en services de santé, souvent c'est beaucoup plus des important effets collatéraux, que ouais, c'est beaucoup plus important que d'adresser le problème à la source. Maintenant, la dernière idée, parce que je sais que je dois avoir à peu près 1 minute, même pas qu'il me reste, c'est de dire, ok, comment est-ce que dans quel contexte est-ce que ces solutions-là peuvent être implantées? Je pense que tout le monde est conscient qu'on est aliéné par les niveaux qui sont un peu théoriques, là, du national ou du supranational. On dit, ok, on se fait baiser par des multinationales ou même nos gouvernements nous écoutent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais la réponse est assez simple. Soit au niveau politique, social ou même économique, je pense que c'est dans le modèle de proximité qu'il y a encore là un paradigme qui pourrait permettre de sortir de celui de la mondialisation, c'est-à-dire de revenir dans le local, que ce soit pour la gouvernance, pour l'économie, pour la participation. L'idée de dire comme on est une collectivité et c'est sur le terrain, en rencontrant des gens pour vrai, qu'on va vraiment réussir à mettre des initiatives de l'avant qui vont être bénéfiques à tout le monde. Puis par rapport à ça, je pense qu'il y a une idée qui est très porteuse, qui est celle des biens communs. C'est-à-dire que, encore là, si on revient à l'idée de modernité, on a l'idée de propriété qui est constitutive, là, exemple de l'économie de marché, de la modernité économique. Et lorsque la propriété privée a vraiment pris le pas en fait, au Moyen-Âge, on avait ce qu'on appelait les communs, ou l'espace communal où les gens qui étaient pauvres pouvaient quand même aller faire paître leur bétail. Puis éventuellement, il y a eu une appropriation de ça par les grands seigneurs. Donc l'idée, c'est peut-être à un niveau peut-être un peu plus métaphorique, mais de rétablir des espaces communs, de rétablir des biens communs qui soient pas la propriété d'une entité, mais dont tous puissent profiter, puis adapter à leurs propres besoins. Donc, qu'on parle, d'exemple, de droits de propriété intellectuelle communs pour des logiciels, pour des même que ce soit des plans. Il y a tout un mouvement là dont j'ai pas eu le temps de parler cette année, mais des Fab Labs, donc tu sais, vraiment des ateliers de construction citoyens où les gens peuvent arriver avec leur propre plan, construire un propre truc sur une imprimante 3D pourvu qui laissent leur plan à l'ensemble de la communauté. Donc, je pense que cette idée-là, c'est toujours de se remettre ensemble, mais de revenir à l'échelle locale pour se réapproprier notre quotidien, puis les différents trucs dont on a besoin pour bien vivre ensemble. Bon, ben, je te remercie beaucoup pour cette belle dernière chronique sérieuse. Merci. On va retrouver Élodie Comtois dans quelques instants.